Demain, nos villes peuvent-elles devenir autonomes en énergie? Comment l'agglomération parisienne, par exemple, pourrait-elle produire de quoi chauffer et éclairer 10 millions de personnes? Voilà l'une des questions auxquelles on va répondre. Est-ce que c'est réaliste tout simplement d'imaginer ça? Et je reçois Dimitri Carbonel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver Dimitri. Vous êtes le président de l'Ivosphère. Vous conseillez les entreprises dans leur transition écologique avec notamment des formations. Et ce chiffre, 75% environ des Européens vivent en ville aujourd'hui et, je le disais en titre, consomment entre 60 et 80% de l'énergie totale de leur pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inventer des villes autonomes, c'est tout simplement une obligation. Alors, la question, c'est jusqu'à quel niveau d'autonomie? Oui. Avoir 100% d'autonomie, pour moi, à mon avis, c'est du gaspillage, parce qu'il y a des moyens de produire de l'énergie de manière centralisée. En revanche, il y a une question qui est beaucoup plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut avoir 20 ou 50% d'autonomie pour que ce soit la vallée de la Roya ou Barbara Pompili qui l'a indiqué, il risque d'avoir des coupures d'électricité, c'est qu'on puisse tenir pendant peut-être une heure, plusieurs jours, le cas échéant. Et donc, les villes doivent vraiment se mettre en place pour assurer un minimum d'électricité et produire localement pour ça. L'objectif, c'est pas 100% selon moi. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à ça. Vous préparez un livre sur l'évolution de nos sociétés en 2050. Cette question de l'énergie, elle est centrale dans une réflexion comme celle-là? Oui, effectivement, c'est un des thèmes justement du livre que je sortirai en janvier. La problématique, c'est comment est-ce qu'on parvient à ne pas être dépendant à 100%, notamment de l'extérieur, et d'avoir au minimum une sorte de mode dégradé. On le voit dans le domaine de l'énergie, après d'autres sujets que j'aborde sur l'alimentation et d'autres domaines. Mais c'est vraiment ça, c'est être capable d'être résilient. On parle de bâtiments à énergie positive. Ça veut dire quoi exactement? Alors, l'énergie, en fait, c'est deux choses. La première chose, c'est vraiment effectivement la capacité à réduire la consommation. C'est un premier objectif. Et après, c'est d'une part d'avoir par exemple des panneaux photovoltaïques ou d'autres moyens. On parlera sans doute des éoliennes. Mais il y a un enjeu aussi qui est plus important, c'est aussi être capable de partager cette énergie avec les autres bâtiments. C'est pas uniquement le réserver à son bâtiment. Si on continue d'imaginer l'énergie de nos villes dans un futur proche, on parle de mix énergétique de toute façon, c'est ça? Oui, en fait, c'est vraiment plusieurs composantes. C'est d'un côté toujours la question de la consommation et aussi dans les villes, prioriser les usages. C'est pas la même chose si par exemple on a un hôpital qui a besoin d'énergie ou un four électrique dans une boulangerie, et le cas échéant, s'il y a des coupures électriques, de pouvoir dissocier. Et la deuxième chose en termes de mix énergétique, il y a des énergies décarbonées comme un panneau photovoltaïque ou les éoliennes. Il y a une vraie question du nucléaire, mais qui ne peut pas être en général à l'intérieur des villes, heureusement, mais qui sont plus éloignées. Et puis après, évidemment, il y a d'autres types effectivement d'énergie, mais la mix énergétique est généralement très différent d'une ville à une autre en fonction de ce qu'il y a à notre disposition autour. Et donc, vous disiez en préambule, votre première réponse, c'est non seulement c'est illusoire d'imaginer nos villes du futur totalement autonomes en énergie, mais ce serait même contre-productif. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre en place des organisations complètes, presque des usines à gaz spécifiques à la ville, et que, je vais vous prendre un exemple, pour la ville de Paris, peut-être qu'il faudrait mettre énormément de panneaux photovoltaïques, etc. Ça coûterait extrêmement cher, ça provoquait d'autres problèmes écologiques, parce qu'il y a des problèmes aussi pour les produire, alors qu'il y a des solutions qui existent déjà, qui tiennent la route. Le problème, c'est souvent comment est-ce qu'on gère les pics. Comment est-ce qu'on arrive soit à écréter d'une part, ou lorsque par exemple typiquement on arrête, effectivement il y a une coupure d'électricité, comment on arrive à gérer ça? C'est surtout ça le problème et le point critique dans une ville, avant d'essayer d'avoir 100%, et ça coûterait trop cher parce que tout l'argent qui est mis là-dedans, on ne peut pas le mettre ailleurs. Un point aussi en termes de mix énergétique qui serait intéressant de faire, c'est que les villes fassent des stress tests. C'est-à-dire que par exemple, ils prévoient, 6 mois à l'avance, pendant 1 heure, on va arrêter l'électricité. Pourquoi? Bien sûr en l'anticipant, en préparant les personnes. Pourquoi? Parce que ça va permettre de voir si, effectivement en termes de mix énergétique, on tient la route. 2, si les équipements qui sont en place, on parvient effectivement à les gérer. Et quelles sont les conséquences que pour avoir une coupure d'électricité d'1 heure, parce que c'est mieux d'anticiper plutôt que ça arrive et puis qu'on ne sache pas quoi faire. Parce que vous dites qu'à l'avenir, et on va arriver à un dernier thème qui est important dans ce débat, il faut se préparer à ce qu'il y ait des micro-coupures ou des coupures d'électricité assez régulières. Ah oui, une inondation, la vallée de la Roya, il se peut arriver que pour un événement X ou Y, il y a
plein de raisons différentes pour avoir une coupure d'électricité, oui, il faut évidemment s'y préparer. Est-ce que ça peut être lié aussi aux nouveaux usages et notamment aux nouvelles mobilités? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut le regretter dans une ville, il y a encore énormément de voitures, de véhicules qui fonctionnent voilà, à l'essence, sous toutes ses formes, mais l'électrique est en train de tout emporter. Ça veut dire un changement de consommation et peut-être une pression, un stress électrique important à venir, c'est ça? Oui, effectivement, on va être de plus en plus dépendant de l'électricité pour les véhicules électriques. Ça posait sans doute des soucis d'ailleurs en Bretagne. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne faudrait vraiment pas arriver à des situations où vous ayez des groupes électrogènes qui soient, entre guillemets, alimentés en pétrole pour recharger des véhicules électriques. C'est vraiment quelque chose qui est absurde, qui pourrait effectivement arriver d'une part, mais même avant ça, il y a un vrai risque en termes énergétiques qu'on ne puisse pas être à la hauteur de la demande faite par les véhicules électriques. Donc il faut en tenir compte. Bien sûr, bâtir ce qu'il faut en termes de production d'énergie, mais aussi d'adapter aussi la consommation d'énergie, peut-être pas uniquement toujours à 19h, mais à des périodes où on a moins besoin d'énergie. Il y a toutes ces gestions-là aussi à réaliser. Donc ça veut dire qu'on a modélisé, on sait de combien le tout électrique va accroître comme ça les besoins et donc ce risque de coupure? Alors, à ma connaissance, je pense que si tous les véhicules étaient électriques, je pense qu'on n'arriverait pas à tenir la charge. Alors après, il faudra vérifier avec RTE ou ERD, Enedis, hein, mais donc il y a un vrai enjeu. Moi, j'entends souvent parler d'une sorte de crack électrique où il n'y aurait pas suffisamment d'énergie électrique pour permettre à tous les véhicules électriques et tous les autres usages de pouvoir fonctionner. L'avenir, c'est quoi? C'est que chacun de nous, d'une certaine façon, produise sa propre énergie, voiture par voiture, maison par maison, immeuble par immeuble. On peut imaginer ça? Alors, je dirais c'est en deux parties. Première partie, c'est la capacité de produire un minimum d'énergie, de pouvoir la stocker, pas nécessairement pour remplir l'ensemble de ses besoins. Deuxièmement, c'est de pouvoir la partager potentiellement avec ses voisins, voire au-delà, et aussi bénéficier aujourd'hui pour avoir un niveau de vie, que l'on a, qui proviennent effectivement de l'extérieur. Donc c'est vraiment les trois. Une autoconsommation pure, c'est très rare que ça va arriver. Il faut vraiment une combinaison des trois. C'est vraiment, ça se passe dans tout un écosystème en fait. Allez, restez avec moi. On va continuer d'explorer les innovations pour notre consommation d'énergie, des objets du futur.